toutes et à tous. Merci de vous joindre à nous. Je vais animer ce premier déjeuner des dialogues pour le climat. Merci encore une fois aux différentes organisations qui sont à l'initiative de ces dialogues pour organiser ces rencontres et organiser cette présence virtuelle ou physique de la société civile à la COP26. Donc, pour ma part, je m'appelle Marwan Joundi et j'ai 23 ans. Et en 23 ans, il y a eu 22 conférences des parties et très peu de progrès faits dans la lutte contre les changements climatiques. Donc, je peux vous dire que je fais partie de cette génération un peu désillusionnée par ces rencontres internationales, tout en sachant pertinemment qu'ultimement, le problème est global, donc ça va se régler dans les arènes internationales, d'où la pertinence de ce qu'on fait ces 2 semaines et de ces dialogues intersectoriels qui s'ouvrent. Et donc, en plus d'avoir 23 ans et d'être un peu désillusionné, quoique toujours dans l'espoir, j'étais un des co-porte-parole du mouvement étudiant pour le climat jusqu'en 2019. Je m'implique avec la SEV, avec Environnement Jeunesse et avec le Hub pour qui j'ai rédigé un rapport sur la convergence des luttes. Puis parallèlement, je fais ma maîtrise en sciences politiques où je travaille sur le rôle des médias comme Québecor dans la couverture du mouvement pour le climat pour comprendre un peu mieux les enjeux de polarisation sur cette question-là et comment avoir le plus de support possible de la part du public. Donc, sans plus tarder, je vais présenter nos panélistes aujourd'hui. Alors, on a Andréane Parent, qui est la directrice générale du projet de la réalité climatique Canada. On a Caroline Brouillette, qui est directrice, elle, pour les politiques domestiques du réseau Action Climat Canada, donc CANRAC. Et on a Ghana Sohon, Kevin Deere, donc que je vais présenter tout de suite, qui va nous rejoindre en anglais. So Kevin Deere helps to perform the ceremonies, songs, Il a aidé à faire les cérémonies, les chansons, les danses. Il demeure à Kanawake, un territoire Mohawk situé sur la rive sud de Montréal. Et il a été employé comme enseignant à l'école d'immersion Mohawk. Et dans ses enseignements dans la Maison Longue et Gardien de la foi, c'est les personnes ressources sur le monde iroquoien, la philosophie, les traités et les demande territoriale. Nous le remercions d'être avec nous. Nous allons commencer le dialogue en vous demandant, vous comme enseignants, gardiens des connaissances de la foi, qu'est-ce que l'enseignement traditionnel nous dit sur la crise climatique actuelle et qu'est-ce que vous voyez dans cette COP 26? Negodi zinitsi chodaso tsi humzade signore uomini sarade nedo wana dunka yatinistan hutza tana sayu got kam hacha goigun hoti gotsta chate wini sarage toske uomini sarade yori howanen hote do torunyu tana what's na agatroya de ogadi no the wire togadi na yotunu guna. So I'd like to acknowledge each and every one of you. Je vous remercie tous. Aujourd'hui, mon nom est Courtney Second. Nous avons notre histoire de création, nous, qui nous renseigne sur la façon dont on doit vivre, agir. Et aussi, je vais partager sur cette sagesse, ces connaissances autochtones, afin qu'on puisse bien comprendre la situation. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit quelques mots, justement, sur cette tortue que je vous ai montrée. Parce qu'on dit « elle », la tortue, c'est une femme. C'est la chose qui nous est donnée de la terre. L'eau, les plantes, la nourriture, les étoiles, le soleil, la lune, tous participent dans la vie. On dit le grand esprit parce que c'est un esprit, peu importe, tout le monde. On est tous interreliés dans ce cycle sacré. Quand les Européens sont arrivés, on dit « Oh, on veut partager la terre avec vous. » Qu'est-ce qu'on doit savoir? On vous envoie Jésus, on vous raconte cette histoire. Alors, nous, on dit que c'est la source ici de vie et on doit suivre des principes, la paix, le respect, l'amitié. Vous voyez, c'est tout intégré. Et on a fumé la calumet de paix.
en pensant que ça réglerait les problèmes. Vous savez ce qui s'est passé après la découverte. Ils se sont dit qu'ils étaient meilleurs que nous. Ils ont débalancé un peu ce monde. Maintenant, la connaissance spirituelle de cette île de la Tortue remonte parce qu'il faut tous qu'on soit dans cette mentalité où on doit voir les différences. On entend les différences et on parle aussi de façon différente et on agit différemment parce que l'urgence climatique est réelle. Et si on n'agit pas, ces générations qui vont suivre, ceux qui ne sont pas nés, ne viendront pas. Nous avons la responsabilité de ça parce qu'ils nous regardent. Les générations actuelles nous regardent. Elles disent ne nous laisse pas tomber parce que nous, on veut un avenir comme vous. On veut être heureux, en sécurité. On veut une terre propre, en paix. C'est notre responsabilité face à eux. Et il y a des choses dont je veux vous parler. Vous savez, on a toutes ces danses, rituels, propos sacrés, la danse de la lune, du soleil, toutes ces choses qui existent. On fait toutes sortes de cérémonies. Et on dit à tout cela, continue la nature, continue à faire ton travail parce que nous, on est là. Et parfois, c'est un peu comme si j'étais hypocrite. Parce que moi, ma spiritualité, mon mode de vie, ces cérémonies me disent que je devrais vivre en harmonie avec la mère Terre. Mais regardez mon style de vie, ma maison, mon auto. C'est paradoxal parce que quand je démarre ma voiture, je suis responsable aussi de la destruction de la Terre. Mais d'un autre côté, tout le système de l'éducation, le système monétaire, financier est axé sur le fait qu'on soit des esclaves économiques. On est éduqué pour participer dans ce système et le système nous dit le capitalisme, la terre est ici pour qu'on la détruise en la mesure où on fait de l'argent, tout est bon. Mais ça, c'est terminé. Si on pense qu'on va maintenir le statu quo, les scientifiques disent qu'il nous reste à peu près 10 ans. Il faut commencer à faire ces changements systémiques à tous les niveaux. Mais comment y arriver? Comment est-ce qu'on est arrivé là? À cause de notre mode de pensée. Et qu'est-ce qui nourrit notre mode de pensée? C'est la religion, en grande partie. Donc, il faut voir les religions. Il faut se poser la question. Qu'est-ce qui n'est pas en harmonie avec ces croyances qui fait qu'on détruit ce qui nous soutient, nous fait vivre? Je sais parce que moi, j'ai passé à travers ça comme petit garçon. J'ai ignoré un peu ma culture. J'étais enfant de cœur, je parlais pas ma langue maternelle très bien, j'étais allée à l'école et on m'a fait mettre de côté ma culture ancestrale. J'étais devenue comme un Européen. Venez, on va t'amener sur le chemin de la gloire. Et c'est ça. J'ai vu ça. C'était déjà il y a 40 ans que le système nous amenait au bord du précipice, comme à Chute Niagara. On était pour tomber. Alors moi, je me suis sauvée. Je suis revenue à mon canot. J'ai appris ma langue, les chansons, les danses, les rituels, et tout ce qui nous rend uniques dans le monde et qui me fait raconter des histoires. On a cette idée de la mère Terre. Pour moi, c'était quelque chose de vague quand on va voir ce qui en est. Laissez tomber la famille, les biens, les trucs, tous ces objets et allez vous asseoir sur la terre. Regardez, sans couteau, sans arc, sans flèche. Allez avec les ours, regardez les animaux. Et si vous savez à quel point vous devez revenir de ce lieu de l'humidité, on est dans cette ère sacrée, par exemple, de l'ours. Et
qu'est-ce qui se passe? C'est que là, il faut devenir humble, c'est ce que je veux dire. Quand on est dans ce cercle, cet espace sacré, même la petite fourmi qui marche sur votre main, il ne faut pas la tuer. On lui dit à la fourmi, aide-moi, parce que comme être humain, regardez ce qu'on fait. On tue, on assassine, on détruit, on viole les ressources de la vie que nous a données. On ne peut pas la renouveler. Aidez-nous, nous, les êtres humains, à comprendre notre rôle, notre responsabilité ici pendant la courte période où on est sur la mère Terre. C'est dans l'enseignement, on dit retourne quand tu étais petit, quand c'était magnifique, quand tu as ensuite été abusé, il y a eu de la violence. Et comme petit enfant, tu transportes cette colère. Alors, il faut abandonner, laisser tomber ça. Toute cette souffrance. Alors, cette recherche, cette vision, je me suis dit, d'accord, la mère Terre, comment tu peux m'entendre? Et je ne peux pas vous dire comment c'est arrivé, les messages où j'ai entendu la mère Terre dire, voyez le sol est une prolongation de mon corps. Frotte-toi avec cette terre. Alors, ces mains invisibles ont commencé à m'enlacer. Et j'ai dit, si je peux choisir le moment de ma mort, c'est maintenant, parce que je suis enserrée par la mère Terre. À l'avenir, je vais retourner dans la terre. Mais me voici, ici, je suis vivant. Alors, tout à coup, on m'a dit, non, c'est pas vrai. Alors, encore une fois, j'ai dit, Mère Terre, il faut solidifier tout cela. Elle a dit, bon, alors, compte tes pas. Alors, je me suis secouée. J'ai dit, bon, alors, j'ai commencé à compter mes pas. J'ai tourné en cercle et je suis arrivée à un chiffre. Et quand j'ai crié le chef, je me suis inclinée par terre et j'ai embrassé la mère Terre parce que c'était important. Et le chiffre, c'était 36 et à l'époque, j'avais 36 ans. Quand j'ai commencé à bien comprendre que la mère Terre est vraiment une femme, elle peut m'aimer, me nourrir, me donner tout ce que j'ai besoin. Alors là, je suis retournée, j'ai commencé à voir toutes les douleurs que je transportais depuis plusieurs générations parce qu'avant, je ne pleurais pas. Non, je ne pleure pas. Jamais, je ne pleurais pas. Les gens, là, m'insultaient, je ne pleurais pas. Mais là, je me suis dit, bon, alors, il faut que je me libère de la douleur. Alors, j'ai commencé à pleurer. Et quand j'étais dans ma cabine, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que il y avait une goutte d'eau qui tombait sur mon épaule. L'eau dégouttait comme ça sur moi. Et je me disais, mon Dieu, d'où vient cette eau? Et je regarde et bon, l'eau dégouttait. Et c'est un autre signe de la mère Terre. Ce qu'elle faisait, c'est qu'elle a dit, bon, ça va, c'est correct, mon fils, je vais pleurer avec toi. Et c'était les larmes qui venaient des arbres de la mère Terre pour elle m'aimait, elle me nourrissait, elle me tenait, elle me complimentait. Et quand je suis revenue, j'étais transformée. Et maintenant, quand je parle de la mère Terre, c'est pas juste un mot en l'air. J'ai littéralement été guérie. J'ai établi cet amour intime, cette connexion avec ma mère Terre. Et je ne peux pas vous l'expliquer. Quand les gens parlent de la mère Terre, qui a des sentiments, qu'elle vit et qu'il faut l'aimer, il faut la respecter, pour moi, ce n'est pas juste un mot vide, non. C'est vrai, c'est arrivé en 1993 et jusqu'à aujourd'hui, comme je l'ai dit, j'ai été transformée. Alors, quand on regarde ce qui s'est passé à cette île de la Tortue en Amérique du Nord, il y a une mentalité qui est arrivée des vieux pays qui disait que cette terre, on peut l'utiliser parce qu'il y en a qui pensent qu'ils n'en font pas partie. Regardez le système monétaire, le capitalisme. On dit que dans la mesure où on peut avoir des profits, on peut détruire les sols, on peut
détériorer, épuiser les stocks de poissons parce que les gens ne comprennent pas. Il faut bien comprendre les enseignements et les connaissances autochtones parce que ça va nous sauver. Tous, comme je l'ai dit, tout le monde a besoin de nouvelles attitudes, un nouveau changement de paradigme. Il faut commencer à voir différemment, entendre différemment et faire les choses différemment. La principale cause, c'est le système monétaire, Wall Street, les gens, parce qu'ils ont des richesses, parce qu'ils ont de l'argent, et ils pensent qu'ils sont supérieurs à d'autres. Non, il faut supprimer cette idée. Il faut qu'on soit tous égaux, êtres humains égaux, et comment cultiver l'amour, la paix, l'amitié pour que tout le monde, quand ils naissent, ils ont ces droits, les poissons, la forêt, on est tous égaux, on y a tous accès. Mais là, maintenant, c'est débalancé. Les sociétés nationales, internationales, les riches, il y a ce déséquilibre. Il faut ramener l'équilibre encore pour tous les êtres humains. Il faut éliminer toutes les formes de pauvreté, de famine. Ça prend du temps. On ne peut pas avoir des très grands, trop riches non plus. Tout est fondé sur cette idée de paix, amitié, respect. Ensemble, on peut améliorer les choses. Alors maintenant, quand on regarde où nous en sommes, ce sont les choses qui sont essentielles. Il faut se mettre ensemble et penser, qu'est-ce qu'on doit faire? Moi, j'ai examiné les Amish, les gens. Les Amish, il n'y a pas d'électricité. Ils ont des chevaux. Pourquoi ils vivent traditionnellement? Parce que dans leur mentalité, c'est la religion qui détermine leur mode de pensée. Ils disent le progrès, c'est pas bon pour nous, êtres humains. Alors, quand on les regarde aujourd'hui, ils ne sont pas responsables de tout ce qui se passe. Eux, ils vivent dans une société moderne, mais quand même, ils sont au niveau de la base. Ce sont des gens proches de la nature. Et nos gens sont supposés être comme ça. C'est ça, c'est une solution. Il faut s'éloigner de tout ce progrès parce que même si ça améliore un peu notre vie, c'est sûr, mais ça nuit aussi à la vie. Il faut prendre les groupes, les connaissances des Autochtones du terre et l'intégrer parce que dans notre système, il n'y avait pas d'argent. Quand on a commencé à introduire l'argent, là, il y a eu ce déséquilibre. Il y a des gens qui sont meilleurs que d'autres. Il y a des riches. Et avec ça, il y a la manipulation, le contrôle, le pouvoir. Et c'est pour ça que les gouvernements, avant, il n'y avait pas de hiérarchie de gouvernement. On était tous ensemble. Il y avait des gens qui avaient des sentiments de leadership, qui aidaient les autres. Alors, quand on regarde où nous en sommes aujourd'hui, on est vraiment dans une crise. Et la solution, je vous dis, c'est la connaissance spirituelle des Autochtones qui dit que c'est la mère terre avec des sentiments, comme une femme avec tous ses sentiments. Elle a son sein, elle nous nourrit. Et comment on peut s'aligner avec elle pour être en véritable communion avec la mère terre, la source de vie, et ensuite ce grand mystère, la source de vie. Merci. Profitez de la vie. Je vais arrêter ici. Merci beaucoup de m'avoir donné la chance de prendre la parole. Merci. Merci à vous pour ce moment qui nous a permis finalement de décloisonner ces conversations-là autour de la crise climatique, de l'ambition climatique et du rôle que chacun et chacune a à jouer. Ce sont des narratifs qui sont bien souvent occidentalisés et qui sont peu équilibrés, qui laissent peu de place justement à ces moments-là et cette nécessité de prendre en compte les savoirs ancestraux, autant dans la réflexion et la mise en place de solutions. Alors, merci à vous d'avoir pris le temps ce matin d'échanger et de nous présenter votre point de vue.
Sans plus attendre, je vais laisser la parole à Andréane qui devrait revenir un petit peu plus sur l'ambition climatique qui est au cœur de la COP26. Ce mot-là est sur toutes les bouches, ambition, ambition, ambition. Mais qu'entend-on réellement par ambition et par crise climatique? Alors, je laisse la parole à Andréane. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gaïa. Merci beaucoup également, Kevin, de nous to allow us to start this journey of the climate dialogue. Merci de nous permettre de commencer ce dialogue et aussi de voir la Terre, le monde et d'intégrer l'équilibre et l'harmonie avec notre planète. Projette maintenant dans une discussion sur la crise climatique. En réalité, si on pouvait synthétiser cette crise, c'est qu'on est dans une relation déséquilibrée, abusive, violente et toxique avec notre planète. Et c'est quelque chose qui nous rassemble aujourd'hui. En fait, la raison pour laquelle on a tous décidé de se lever ce matin et de se connecter, c'est parce qu'on a cette préoccupation commune liée à cette crise climatique. Une préoccupation qui nous concerne les quelques-uns rassemblés ce matin, mais qui préoccupe également de plus en plus de personnes au Canada et tout particulièrement au Québec où on est rassemblés pour ces dialogues pour le climat. Alors, évidemment, on va avoir l'occasion un petit peu plus tard de regarder le type de mesures ambitieuses dont on a besoin pour faire face à cette crise et qui vont aussi répondre à l'intensité croissante de nos préoccupations. Mais, et d'ailleurs, c'est un des éléments clés qu'on peut retenir du discours inaugural de Mme Espinosa pour le lancement de cette 26e conférence des partis. Ambition, oui, certes, mais non pas au détriment de groupes entiers de la population mondiale. C'est ce concept dont on va pouvoir parler un petit peu plus tard également avec l'intervention de Caroline, de personnes laissées de côté, no one left behind. Alors, si on regarde, on prend un peu de distance, on se rend compte avec beaucoup d'humilité qu'en fait, on est dans un problème commun qui rassemble l'ensemble de l'humanité et évidemment les parties prenantes au régime climatique dans le cadre de cette COP. En fait, ça nous rappelle cette photo d'une bille bleue lointaine, qu'en fait, on est tous reliés et que nos actes, nos gestes, notre façon de vivre, d'entrer en relation les uns avec les autres, et avec notre planète ont des impacts dramatiques pour notre milieu de vie commun. Alors, que faisons-nous? Alors, on va prendre un peu de recul par rapport à ce mode de vie des êtres humains avec la planète. Chaque jour, nous, les humains, on rejette 152 millions de tonnes de polluants que nous générons par nos activités, une pollution qui va réchauffer la planète. Cette pollution, tout particulièrement le dioxyde de carbone, va s'accumuler et emprisonner la chaleur. Alors, concrètement, comment ça fonctionne? Si on regarde le ciel, les deux pieds ancrés sur cette planète Terre, on peut voir un espace sans limite. En réalité, l'atmosphère est une mince pellicule qui entoure la planète. Et la façon dont ça fonctionne, en fait, c'est que l'énergie du Soleil va arriver à la Terre sous la forme de lumière. Cette énergie va ensuite être absorbée par la Terre, va la réchauffer et une partie de cette énergie va être ensuite renvoyée par la Terre sous forme de chaleur. Cette chaleur sortante va ensuite être emprisonnée par l'atmosphère en partie et c'est une bonne chose. Ça a permis à notre planète de conserver une température stable qui a permis à toute la biodiversité, notamment les êtres humains, de pouvoir s'épanouir sur cette planète. Par contre, ce qui pose problème aujourd'hui, c'est qu'on épaissit maintenant cette fine couche d'atmosphère en la remplissant d'une pollution qui, elle, va capter la chaleur. Alors, une plus grande quantité d'énergie thermique va rester complètement emprisonnée et réchauffer notre planète à un rythme sans précédent. C'est un véritable cercle vicieux qui est alimenté par nos modes de vie. En fait, les sources de pollution qui vont réchauffer notre planète sont entièrement générées par l'activité humaine. En fait, cette accélération des émissions, elles sont extrêmement nombreuses. Ça peut aller des pratiques agricoles industrialisées de grande échelle, le brûlage forestier, le transport et beaucoup d'autres. Mais le principal facteur qui va provoquer la hausse des températures mondiales qu'on observe aujourd'hui et dont on est victime aujourd'hui, c'est la combustion de carburants fossiles.
Les carburants fossiles fournissent encore plus de 80% de l'énergie dans le monde. Leur utilisation et leurs émissions ont augmenté, comme vous voyez ici, considérablement depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et en réalité, si on superposait le graphique précédent avec celui-ci, vous voyez une corrélation directe, en réalité, entre l'augmentation des émissions et de la combustion de carburants d'énergie fossile et l'augmentation considérable des températures mondiales par rapport à la moyenne que vous voyez ici en rouge. Et ça se traduit de façon très concrète par une augmentation des températures. 19 des 20 années les plus chaudes jamais enregistrées sont survenues après 2001. Et comme vous pouvez le voir, ça se reflète également au Canada. En réalité, la température a déjà augmenté d'au moins 1,7 degrés depuis 1948, soit plus du double de l'augmentation augmentée ailleurs dans le monde. Et cette température annuelle moyenne est encore plus importante dans le nord du Canada, au nord du 60e degré en termes de latitude. La température a augmenté de 2,3 degrés au cours de la même période, soit environ le triple du taux mondial. Et c'est quelque chose que vous avez observé, vous avez très certainement ressenti également au niveau des températures que vous observez en écoutant la météo, mais également des impacts qui sont ressentis. Alors, c'est ce même phénomène dont parlait Kevin, en réalité, la responsabilité des émotions est concentrée par un faible nombre de pays qui sont largement responsables de plus grande partie des émissions et qui impactent disproportionnellement la population mondiale. Et c'est la même chose au niveau domestique. On va voir que les populations qui cumulent plusieurs facteurs de vulnérabilité vont également être disproportionnellement impactées par les changements climatiques. Et c'est quelque chose qu'on voit constamment et dont on aura l'occasion de parler dans quelques instants. De la même manière, les relations sont inégales à travers le monde. Donc, on remarque que les pays les plus faibles émetteurs vont également être disproportionnellement impactés par les changements climatiques sans avoir nécessairement les ressources pour être en mesure de répondre à ces changements importants, de mettre en œuvre des dispositifs d'adaptation et de résilience pour les communautés. Donc, cette hausse des températures va se traduire également par toute une série de phénomènes qui vont amener, par exemple, une augmentation des chutes de neige et cette même augmentation de la température va amener un déclin des glaciers partout dans le monde, du Groenland au Canada. Et ce déclin va, de façon rapide et synthétique, amener également une augmentation très importante du niveau de la mer qui va avoir des impacts sur toutes les populations côtières et des risques importants d'inondation et d'enfouissement sous les eaux de plusieurs communautés qui sont justement sur des communautés côtières. On le voit déjà avec un phénomène d'érosion qu'on observe sur les côtes et des premières communautés au Canada, la communauté de Tuktoyaktuk, qui est déjà déplacée pour des causes environnementales. Donc, on le voit, les impacts de la crise climatique, une augmentation de la température au niveau terrestre, mais également un impact disproportionné au niveau des océans. Excusez-moi. Qu'on va observer également. 93% de la chaleur supplémentaire causée par la pollution humaine va être emmagasinée par les océans. Et ce contenu thermique, on va observer la même chose, une augmentation de la température des océans qui va avoir un impact dévastateur sur l'ensemble du cycle de l'eau. Alors, qui dit augmentation des températures des océans dit plus un phénomène d'évaporation qui est plus important, plus de vapeur, qui va se traduire par des précipitations beaucoup plus importantes. Et ces précipitations vont amener des phénomènes d'inondation et même aller jusqu'à des impacts pour les populations en termes de coulées de boue et de glissement de terrain très, très importants. Alors, vous le voyez, on a vu des phénomènes d'inondation très récemment au Québec, à Jodagé, Montréal, et également ces phénomènes-là qu'on va observer
partout dans le monde, encore une fois, avec un accès aux ressources d'adaptation et de soutien aux populations qui va être beaucoup plus lent et beaucoup plus complexe par rapport à la capacité de secourir ces populations qui vont être impactées. De la même manière, les populations du monde entier qui dépendent de la culture des sols comme moyen principal de subsistance et d'autonomie pour leur famille vont être directement impactées. Et l'ensemble de la population mondiale va être impactée également par un phénomène d'insécurité alimentaire compte tenu des cycles extrêmement imprévisibles des températures. On observe également au niveau domestique et dans des pays où on a eu des politiques ségrégationnistes, on va observer des impacts disproportionnés pour des communautés qui ont été historiquement marginalisés par ces politiques ségrégationnistes. On le voit très clairement aux États-Unis par rapport aux lois de Jim Crow et aux populations noires américaines qui vont avoir des quartiers qui vont être disproportionnellement impactés par les changements climatiques et où les délais de réponse des autorités publiques vont être également décalés et amener des impacts dramatiques pour les populations en question. Donc, des phénomènes qui s'intensifient et qui amènent également, qui dit augmentation des températures, en fait, ne veut pas dire qu'on va avoir tout simplement plus d'eau. Ce même phénomène, on l'a vu, perturbe l'ensemble du cycle de l'eau, amène de l'évaporation et ce phénomène-là va faire que l'humidité va rester moins longtemps dans les sols. Donc, un phénomène de sécheresse très important qui s'intensifie et qui a un impact, on regarde ici dans des modélisations pour l'ensemble de l'Amérique, des impacts très, très importants sur les sols, sur le territoire, sur les capacités également immédiatement, vous le voyez ici, dans une réserve d'eau potable pour l'État de Sao Paulo au Brésil. Et dans l'ensemble du Canada également, des territoires qui vont être de plus en plus impactés par les sécheresses. Des territoires qui ont des sécheresses amènent une plus grande prévalence de feux de forêt très importants. C'est quelque chose qu'on observe tristement partout dans le monde. On a eu plusieurs épisodes de feux de forêt très, très importants à travers le Canada, évidemment. Et ce sont des phénomènes extrêmes qui sont encore une fois liés à ces changements climatiques d'origine humaine. Ça va avoir des impacts sur l'agriculture, la sécurité alimentaire des populations, qui va amener également un phénomène d'insécurité, en fait, politique et insécurité alimentaire, une instabilité, pardon, qui va amener des mouvements de population importants pour des raisons, en fait, pour tout simplement pouvoir subvenir à leurs besoins, à nourrir leur famille. Donc, l'ensemble de ces phénomènes cumulés amènent des questions très, très importantes pour la sécurité des populations qui vont être amenées à être déplacées et amènent des questions très importantes vis-à-vis de la solidarité internationale dont on pourra parler dans quelques instants par rapport à l'ambition qu'on vise à atteindre dans cette COP. Des impacts pour les populations humaines, mais également un drame pour la biodiversité, avec 50% de toutes les espèces terrestres et des espèces marines également qui sont directement affectées par cette crise climatique. Alors, en résumé, on observe une augmentation de l'incidence de phénomènes météorologiques extrêmes et ces phénomènes-là vont amener une plus grande prévalence qu'on observe déjà de toute une série de catastrophes pour la planète. On aura l'occasion de voir, du coup, les mesures d'adaptation et l'ambition dont on a besoin pour répondre à cette crise climatique. Merci beaucoup, Andréane, pour ta présentation, pour avoir fait un peu la revue de en quoi c'est un problème complexe, un problème scientifique, puis voir aussi les conséquences dans leur aspect différencié, inégal. Puis on pourra discuter des mesures et de comment mettre de l'ambition dans tout ça dans la partie dialogue tantôt. Mais maintenant, on va passer à la présentation de Caroline Brouillette, donc la directrice de CANRAC, qui va nous donner une autre perspective des crises dans leur convergence, justement, donc dans leur carrefour, comment différentes crises s'imbriquent. Merci beaucoup, Marwan. Merci à mes co-panélistes, Andréane et Kanasuron. Je me joins à vous ce matin de Terre concédée Ganem Gehaga. Ça me fait vraiment plaisir d'ouvrir les dialogues sur le climat avec tout le monde qui se joint à nous ce matin. Donc, en fait, moi, je voulais qu'on prenne un petit step back, vous m'excuserez l'anglicisme, mais qu'on prenne un pas de recul et qu'on regarde le contexte
dans lequel s'inscrit cette COP, parce que vraiment, on vient de vivre, là, c'est presque 2 ans, mais 2 années quand même assez exceptionnelles. Et pas nécessairement dans le bon sens. Donc, on va passer, on va se rappeler un peu ce qu'on a appris pendant ces 2 dernières années-là. Donc, d'abord, on a appris que, ou en fait, on a réalisé, parce qu'on le savait déjà, mais on a réalisé plus vivement que notre santé, la santé humaine, était intrinsèquement reliée à la santé des écosystèmes et de la biodiversité. Parce que la fréquence des zoonoses, une zoonose, en fait, c'est une maladie ou une infection qui est transmissible naturellement des animaux à l'homme. Il en existe plus de 200 types dans le monde. On a appris que ce type de maladie-là, justement, à cause des activités humaines non durables dont Andréane et Kanasuron ont fait mention, la fréquence de ce type de maladie-là va augmenter, malheureusement. Et la COVID-19 en est un exemple probant. Excusez-moi. On a appris aussi que nos anges gardiens, comme certains politiciens les ont appelés, les travailleurs essentiels, c'est des personnes qui sont les moins valorisées, non seulement par nos systèmes économiques, mais également par les droits qui leur sont reconnus. Une personne sur 23 dans ce qui est présentement appelé le Canada n'a pas de statut de résidence permanente. Et ça veut dire qu'elles sont plus vulnérables justement à ce que leurs droits ne soient pas reconnus sur leur territoire, sur le territoire ici, en plus là, des services auxquels ils n'ont pas accès. Et donc, on le sait, quand la pandémie a frappé, les demandeurs d'asile ont été ont été affectés, de façon disproportionnée, parce que c'est eux qui occupent beaucoup des emplois de première ligne, non seulement dans le système de la santé, comme infirmiers, infirmières, mais également les personnes qui travaillent dans les centres hospitaliers de soins à longue durée. Mais c'est aussi des gens qui travaillent en première ligne, que ce soit dans le secteur du transport, dans le secteur alimentaire. Et donc, ils ont été impactés par la COVID-19. Ils sont tombés malades de façon disproportionnée. Et ce qu'on a su, c'est que seulement les personnes qui ont travaillé directement avec les patients pourront être reconnus là, sur le chemin de la résidence permanente par un programme fédéral pour reconnaître les anges gardiens. Donc, encore une fois, on a vu que nos systèmes continuent de marginaliser les personnes qui sont littéralement les plus essentielles au fonctionnement de notre société. On a appris également à quel point notre économie continue d'être vulnérable parce que dépendante à des ressources comme le pétrole qui ont un prix extrêmement volatile sur les marchés. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, je pense que c'était à la fin mars 2020 quand soudainement le prix du pétrole est tombé sous zéro. Donc, on payait les gens finalement pour entreposer du pétrole. Et pourtant, l'économie canadienne est en plus grande partie dans certaines provinces continue là, d'être dépendante parce que non diversifiée en se liant et en investissant dans des secteurs qu'on sait qui, en plus de leur volatilité, ne contribuent pas à notre résilience à long terme. On a appris aussi que les inégalités économiques continuaient d'être renforcées tant qu'on n'y applique pas de solutions sérieuses. On a vu que les 10 milliardaires les plus fortunés ont accumulé plus de 500 milliards de dollars en 2020, donc l'année de la pandémie. Et ça, c'est pendant que entre 200 et 500 millions de personnes de plus sont tombées là, sous le seuil de la pauvreté. Donc, c'est aussi une crise qui nous a fait réaliser de plein fouet à quel point les inégalités économiques sont ancrées dans nos systèmes. Une autre chose qu'on a réalisé, c'est que ces inéquités-là
se répercute aussi sur la scène internationale et je pense pas qu'il y a d'images plus fortes que l'inéquité vaccinale pour démontrer ça. Donc, vous voyez ici, là, c'est une carte qui colore les pays selon le pourcentage de la population qui a été vaccinée. Et on voit que dans beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne, c'est moins de 5% des populations qui ont été vaccinées pleinement. Je vous rappelle qu'aux États-Unis, par exemple, et même au Canada, on commence à discuter en ce moment là, d'une 3e dose. Et donc, la pandémie nous a fait réaliser que ces inéquités-là internationales continuent d'exister et que malheureusement, on ne sera pas tous en sécurité tant que tout le monde le sera. Parce que tant que tout le monde n'est pas bien vacciné, ben, il y a des variants qui continuent à se développer. En plus, bien entendu, là, de l'impératif moral et de l'injustice que constitue le fait que les vaccins ne soient pas répartis équitablement dans le monde. Pendant la pandémie, on a aussi vu que le racisme systémique continue de briser des vies, que ça soit au Québec avec la mort de Joyce Echaquan dans des circonstances vraiment troublantes, que ça soit la mort de George Floyd aux États-Unis dans des circonstances tout aussi troublantes. Peut-être un petit silver lining, je m'excuse de l'anglicisme encore une fois, c'est que les populations se sont vraiment soulevées pour dire c'est assez. Mais la pandémie nous a encore vraiment fait, je pense, réaliser à quel point le racisme systémique continue d'imbiber nos systèmes. Puis, si on se rapproche un petit peu plus du moment présent dans le temps, cet été, on a vraiment vécu, je dirais, les impacts climatiques de plein fouet ici au Canada. Pas qu'on les avait jamais ressentis avant ou pas qu'on savait pas que ça existait, mais c'est sûr que, comme Andréane le disait, les pays du Sud sont exposés disproportionnellement là, aux impacts de la crise climatique. Mais cet été, on a vu que personne n'était à l'abri. Ça inclut le Canada avec un dôme de chaleur dans l'Ouest. On a eu plusieurs canicules aussi ici à s'attaquer. En Colombie-Britannique, là, on sait que la vague de chaleur aurait causé 719 morts. Et ça, c'est seulement en quelques jours, selon le bureau du coroner de la province. Et en fait, c'est le tiers des vies qui ont été des personnes qui sont décédées de la COVID-19 en presque 1 an et demi là, de pandémie, en seulement quelques jours. Donc, on voit aussi que la crise climatique tue, elle aussi. Et là, c'est la fameuse COP26 qui ouvrait hier dans ce contexte de convergence des crises. Je vous dirais que la COP ne fait pas exception à ces crises. Plutôt, elle reflète les inéquités qui sont déjà présentes au sein de nos systèmes. Donc, on sait qu'il y a en fait le tiers des délégués des petits États insulaires. Ces États-là là, sont parmi les plus affectés par les changements climatiques parce que la hausse des niveaux de la mer, comme nous l'expliquait Andréane, eux menacent vraiment leur territoire. En fait, plusieurs d'entre eux devront éventuellement quitter leur île si ça se poursuit dans cette lignée-là. Certains doivent déjà le faire. Donc, c'est des voies vraiment fortes pour l'action, pour l'ambition climatique, justement. Le tiers d'entre eux n'ont pas pu se rendre à Glasgow à cause des restrictions de voyage, mais aussi à cause des questions d'inéquité vaccinale. Pendant ce temps-là, on sait, par exemple, que les États-Unis, en plus de leur équipe de négociateurs, là, qui est très nombreuse, envoient 12 secrétaires d'État. Donc, les inéquités, comme je le disais tantôt, se reproduisent au sein de la Convention cadre des Nations unies. Et dans cette conférence-là, moi, hier, je suivais un peu sur Twitter, comme je le fais beaucoup, ce qui se passait, puis je voyais beaucoup d'activistes du Sud qui disaient qu'ils n'avaient pas pu se rendre sur place. Des jeunes, des personnes, des communautés du Sud
qui exprimaient qu'elles auraient voulu être là pour faire entendre leur voix, mais qui ne pouvaient tout simplement pas. Et donc, je voulais vous partager cette citation-là de la directrice générale du Réseau Action Climat International, dont fait partie le Réseau Action Climat Canada, qui nous dit qu'on vient là, de vivre l'expérience d'une crise mondiale et que cette crise mondiale-là nous a montré le pire de la réponse de l'humanité. Et si on s'inspire de ça pour notre réponse à la crise climatique, on est vraiment dans le trouble. Donc, elle espère que ce sera plutôt un moment de réflexion et d'inflexion. Je trouvais ça rempli de sagesse. Et donc, je pense que maintenant la COP a ouvert hier, on va y être pendant les deux dernières semaines, on va avoir une conversation sur l'ambition, mais je voulais juste vous parler que si l'ambition n'est pas dans les salles de négociation, la mobilisation en faveur de la justice climatique, elle, à l'échelle mondiale, on le sait, elle est inévitable. De plus en plus, on constate que des héros, des héroïnes du climat remettent en cause le statu quo au sein des gouvernements locaux. Il y a les jeunes qui descendent dans la rue tous les vendredis depuis 2 ans, ou même des tribunaux qui obligent les gouvernements à revoir leur ambition à la hausse. On sait aussi qu'il y a une résistance menée par les nations autochtones, les protecteurs et protectrices de l'eau, les défenseurs de la terre, les combattants contre les pipelines et les organisations de la société civile. On sait qu'en ce moment, ils ont arrêté l'équivalent du quart des émissions du Canada et des États-Unis par leur lutte. C'est substantiel, c'est énorme. Et donc, en cette ère de pertes et de dommages douloureux de plus en plus graves, plus fréquents, répartis de façon inégale, on va continuer de se lever parce que, comme d'habitude, comme l'histoire nous l'a démontré, c'est les mouvements sociaux et des mouvements sociaux solidaires qui font avancer les sociétés. Bien hâte de discuter. Merci. Merci beaucoup, Caroline, pour cette présentation vraiment intéressante. Je pense que ça a apporté quand même un complément, ça a complété ce qu'on a vu dans les 2 autres présentations. On a eu le regard de la science avec Andréane, on a posé la table par la question des valeurs et des croyances et comment elles contribuent à ce qu'on a fait du monde en ce moment. Et maintenant, ta présentation avec justement la convergence des crises, puis la mettre dans le contexte de cette COP-ci. Donc maintenant, on va pouvoir en discuter, on va pouvoir mettre ces différents regard-là en dialogue, c'est le but des dialogues pour le climat. Et pour commencer, vu qu'il s'agit d'ambition, puis que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, c'est un leitmotiv qui revient beaucoup, j'aimerais qu'on discute de cette question-là. Comment est-ce que vous voyez la question de l'ambition? Comment est-ce qu'elle pourrait prendre forme autant à l'échelle nationale qu'internationale, où les dirigeants nous disent qu'il faut faire des compromis, des discours qui ne sont pas peut-être portés sur l'ambition, mais comment faire en sorte qu'après autant de temps, autant de conférences de partis sans résultat, on peut justement remettre sur la table cette question d'ambition, puis l'opérationnaliser en quelque sorte. Et on peut effectivement discuter en anglais. We have the translator who's translating in English. So Nous avons le traducteur. Alors, pour poser une question en anglais, cette ambition dont on entend parler depuis des années, comment est-ce qu'on la voit, cette ambition? Et comment les militants ou les gouvernements, les gens à la conférence, comment la mettre en forme ou les opérationnaliser? Je sais qu'il y a cette idée qu'on essaie d'aller toujours chaque fois au plus petit dénominateur, mais comment y aller de l'avant avec cette ambition? Alors, on peut commencer avec Kanason. Quelle est votre idée? Est-ce que vous avez une perspective à ce sujet? Dans ma présentation d'ouverture, j'ai parlé de nous tous. Nous devons changer notre mode de pensée parce que comme personne, si individuellement, on change notre mode de pensée, ça va changer notre action. Mais tout le monde, les gens doivent tous se poser la question,
dans ma vie quotidienne. Est-ce que je fais partie des problèmes ou des solutions? Les gens disent comment commencer à couper tout ce qui dépasse, tout ce qui est en trop. Voyager pour rien, il faut arrêter de faire ça. Vous savez, j'ai un Harley Davidson dans mon sous-sol en temps d'urgence. Je l'ai arrêté, je me suis dit non, je ne la conduis plus parce que ce n'est pas quelque chose dont j'ai besoin vraiment. C'est un luxe. Alors, ma moto, elle est neuve, mais je me suis dit, bon, je la laisse là parce qu'il faut que moi, personnellement, je fasse aussi des sacrifices. J'ai une voiture hybride et quand la petite lumière s'allume disant que je conduis en mode électricité, je me dis, ben, je n'ai pas d'émission. J'essaie de l'utiliser. Je l'utilise de façon judicieuse. Alors, des petites choses, faire du vélo, faire un jardin, toutes les petites choses comme ça qu'on fait individuellement. Et nous, c'est un peu les carburants fossiles, c'est un peu comme une addiction. Il faut essayer de mettre des choses en place afin de changer. Il y a des gens qui viennent dans la ville, tous les jours. Pourquoi? Regardez le capitalisme, le système monétaire. On est esclave un peu. Il faut se poser la question. Les travailleurs essentiels qui vont en ville, les gens, restez à la maison, faites des jardins sur votre toiture, sur votre balcon. Venez pas en ville. Et avec un véhicule, faire des emplois qui ne protègent pas la nature, qui ne font pas qu'on vive davantage en harmonie. Parce que sinon, comment survivre à l'avenir? Il faut avoir un revenu de base mensuel par mois. Pour ceux qui ont de la difficulté tous les jours, pour qu'ils puissent survivre et qu'ils puissent se demander, « Ah, je suis un être spirituel avec ce sol. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer cette terre, pour que les jeunes puissent en hériter et soient en sécurité? » Si on donne cette mentalité, cette croyance, alors là, cet espoir, ils vont avoir des solutions. Payer l'impôt, essayer de garder la tête hors de l'eau. Ah, c'est beaucoup. Il faut voir qu'est-ce qu'on fait et trouver les solutions qui vont pour les gens, parce que nous, on a la solution. Ben, il faut enlever ces carcans, ces liens d'esclavage économique qui nous lient à cela. Et ça, ma solution. Merci beaucoup. Alors, l'ambition, c'est lié aux conditions économiques qui nous rendent esclaves. La culture, les croyances personnelles qui doivent changer. En fait, c'est crucial, je pense, d'avoir ce niveau de réflexion. Et étant donné que c'est un enjeu à plusieurs niveaux, Andréane, qu'est-ce que vous pensez du côté scientifique? Et cette ambition, est-ce qu'elle est possible? Could not agree more with Oui, je suis tout à fait d'accord avec Anna Swan. On a besoin de changer de paradigme complètement. Il faut redéfinir notre relation avec la planète et entre nous. Pour être en mesure de le faire, on le sait déjà et on a déjà dit, on n'est pas tous au même niveau, n'est-ce pas? Il y en a qui ont pollué la planète de façon disproportionnée, qui ont exploité ces ressources. Et c'est des êtres humains et qui ont nuit à d'autres êtres vivants. Donc, c'est une urgence. Il faut vraiment créer et en parallèle, les gens qui sont impactés disproportionnellement ensemble. Ce dont on a besoin pour changer de paramètre, c'est des politiques ambitieuses, changement de structure appliquées par des politiques ambitieuses pour permettre davantage d'équité dans la société. Alors là, il pourrait y avoir un revenu de base minimum pour tous. Il y a des outils d'adaptation collective qui nous permettent d'avoir davantage accès au transport,
à la dignité, à la communauté, au logement, pour avoir une sécurité pour nous-mêmes, les membres de la communauté, notre famille. Pour être en mesure d'avoir ces politiques ambitieuses, et Caroline a dit, il faut aussi augmenter le niveau d'acceptabilité sociale de ces politiques. Il faut qu'il y ait une demande très forte d'ambition supplémentaire. Et cet appel vient toujours d'Autochtones, des gardiens de la terre, par les activistes jeunes et la société civile qui marchaient sur la rue, qui demandaient une transition juste et verte. En faisant cette demande systématique et en disant clairement qu'on ait des politiques ambitieuses et une responsabilité, qu'on demande à nos élus d'être responsables, de partager avec nous les données sur la façon dont on performe et qu'on fasse notre part, notre juste part, et qu'on puisse réaliser le niveau d'ambition dont on a besoin. Je pense que si ce n'est pas par les politiques, alors on va reproduire toujours systématiquement les mêmes injustices dans la société. Ça, il faut y faire face ensemble. La justice climatique et la justice sociale vont de pair. Oui, et maintenant, la perspective des changements de paradigme, le changement mental. Comment, concrètement, comment est-ce que ça se transpose dans la COP? L'ambition en matière de justice, j'imagine. Oui, merci à mes collègues panélistes pour leur excellente présentation. Je pense que André-Anne a raison. On a besoin de politique. On a besoin de politique qui oblige les compagnies ou les pays les plus responsables de cette crise de faire le juste part. L'entente de Paris est une sorte de contrat de collaboration. Ce n'est pas une entente qui lie, mais elle réunit tous les États dans ce contrat, dans cette entente. Elle dit que tous les pays doivent présenter ce qu'on appelle une contribution nationale ou un plan sur le climat. L'article de Paris dit que tous les 5 ans, l'ambition du plan doit être rehaussée. En 2026, comme vous le savez, on a sauté une année, ça a été annulé l'année passée à cause de la COVID. Alors, on est à la 5e année de cette ambition où les parties prenantes doivent accroître leur niveau d'ambition. Et ça ne peut se faire à un moment le plus opportun parce qu'avec les plans actuels présentés à les Nations unies, nous nous dirigeons vers un désastre pour l'augmentation de 2,7 la température mondiale. Et on sait que 1,5, c'est vraiment la limite critique pour la planète. Sinon, on s'expose à des impacts les plus dangereux des changements climatiques. La conférence devra montrer comment les décideurs, les parties prenantes vont faire ce pont vers une réduction à 1,5 degrés. Donc, c'est une tâche colossale. Comme je l'ai dit, la société civile va tenir les gouvernements responsables, que ce soit Glasgow ou les organisateurs. On dit qu'il y avait 50 000 délégués et ils ne représentent pas tous les voix de façon équitable, comme on l'a dit précédemment, mais au pays, il faut payer d'action climatique, même si nous n'avons pas de consensus mondial à Glasgow. L'ambition climatique arrive à différents niveaux, à la province, au pays, dans la communauté, dans la ville.
De sorte que c'est la raison pour laquelle nous avons ces dialogues pour le climat, pour que les leaders ici aient l'impression que la société civile et le Québec soutiennent cette ambition. Merci beaucoup, Caroline. Je veux revenir à ce que vous disiez sur cet accès aux Nations unies et l'enjeu de l'accès de l'impact. Vous avez dit les 2 tiers des délégués d'États insulaires ne sont pas venus à cause de la situation liée à la COVID et au vaccin et l'impact que ça va avoir aussi sur notre demande en matière d'ambition. Les gens qui l'ont à cœur ne peuvent assister. Est-ce qu'il y a des façons, je ne sais pas, virtuellement, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un lien quelconque? Merci, Marwan. C'est important de garder à l'esprit le fait que le réseau climatique international a demandé que le sommet soit reporté parce qu'il ne pouvait pas être tenu de façon sécuritaire. On savait que certains pays ne pouvaient pas se joindre à la conférence parce qu'encore, ils n'ont pas d'accès au vaccin. Et à cause de certaines décisions de pays riches, industrialisés, on sait aussi actuellement, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais les cas de COVID augmentent au Royaume-Uni. Il y a une question de santé, de sécurité aussi. Ceci étant dit, le Royaume-Uni ont refusé les demandes. Ils ont dit qu'ils auraient la COP la plus inclusive. Mais hier, les organisations ont dit à la société civile qu'il y avait 50 000 délégués inscrits par les partis officiels et aussi des observateurs de la société civile de partout dans le monde. Mais le lieu ne peut accueillir que 10 000 personnes. Je regardais ce matin sur Twitter et j'ai vu cette masse de personnes réunies à l'extérieur. Une participante, elle a fait la file pendant 2 heures, simplement pour entrer sur les lieux de la conférence. Alors, les questions d'accès sont vraiment importantes parce qu'on sait très bien que la responsabilité commence par la présence qu'on a sur place pendant les négociateurs discutent. Maintenant, la tenue de la rencontre virtuelle, avec les négociations virtuelles, c'est qu'on l'a déjà essayé à l'été avec les organismes subsidiaires. Nous n'avons pas non plus d'accès équitable à l'Internet partout dans le monde. Donc, il y a eu des problèmes techniques, des pépins. Beaucoup de participants ont dit que c'était même un cauchemar. Je dirais que la COP en personne, c'est très important parce que c'est là aussi où les délégués peuvent avoir des petites discussions dans les corridors, établir des relations. Donc, c'est important en personne. Mais compte tenu de la situation actuelle, il n'y avait pas de mode parfait, n'est-ce pas? On ne savait pas quelle était la conséquence et on est dans ces conséquences où c'est une COP non sécuritaire et inéquitable. Mais si je propose une solution, une solidarité pour ceux qui sont là, qui ont le privilège d'y être, d'amplifier ou de transmettre la voix de ceux qui n'y sont pas, parce que ces voix-là devraient être là, mais en leur absence, mais sinon, on sait qui est là. Les lobbyistes de l'industrie, évidemment. Merci beaucoup. Pour les personnes du public qui ont des questions à poser, n'hésitez pas à les poser soit dans la case correspondante ou vous pouvez lever la main et on vous donnera la parole. So I have an additional question on this idea of ambition. J'ai une autre question sur cette question de l'ambition, cet aspect d'ambition. Dans le COP, comment on peut rapprocher le fossé, cette idée de
changement de mentalité. Comment est-ce qu'on peut le communiquer des endroits comme là où il faut trouver, c'est en termes contractuels, on a besoin de changement de paradigme, mais en parallèle, on n'a pas parlé de l'industrie du pétrole, du gaz. Comment rapprocher ce fossé et de cette ambition? Et nous, comme consommateurs, qu'en est-il à la COP? J'aimerais avoir vos réflexions là-dessus. Ce qui est essentiel pour le succès de la COP, c'est non seulement que les parties prenantes assistent, mais il faut que différents groupes qui ont des intérêts à cœur puissent avoir accès aux acteurs qui ont un rôle clé à jouer, c'est-à-dire créer une pression supplémentaire, s'assurer que les demandes sont bien entendues. Un des acteurs qui n'est pas un pays, c'est les Autochtones, les organisations autochtones qui ont un rôle clé dans la COP, non seulement grâce à la connaissance de la Terre, mais parce que cette connaissance montrer que des solutions nous montrera des autres façons, modes de vie qui va rendre les choses plus durables. Ce n'est pas une responsabilité non plus d'entendre ses droits, mais d'entendre la voix des Autochtones, mais aussi d'avoir des solutions pratiques transmises par ces voix. Dans l'espace de la COP, à cette COP, les plans de travail pour les plateformes des Autochtones et des communautés locales adoptés sera mis en œuvre. Le contenu de cette plateforme est aussi essentiel parce que nous allons élaborer des modes de collaboration, d'établir des relations et de faire valoir la voix des Autochtones. Donc, par cet outil rédigé par et pour les Autochtones et les communautés locales qui assistent à cette conférence, on voit qu'ils apportent des solutions pratiques. La connaissance de ces groupes et ce plan de travail seront essentiels pour s'assurer que le message de Kevin et d'autres gardiens des connaissances transforme notre société et en termes de participation et aussi pour la planète. Donc, il y a un changement de paradigme essentiel qui a déjà été mis en œuvre et c'est peut-être le plus grand défi. Encore une fois, la solution, les voix, le message, c'est toujours là. Il s'agit de s'assurer que ce soit adopté et mis en œuvre. La dynamique de pouvoir encore dans la société constamment, comme Caroline l'a dit, on le voit aussi à la COP. C'est probablement le plus grand défi quand on parle de participation. On le voit aussi pour les jeunes autochtones et les gardiens de la connaissance. Le défi d'avoir accès à la COP, surtout celui-ci, c'est énorme. Donc, il s'agit de s'assurer qu'il y a une responsabilisation et aussi la poursuite de ce qui travaille, ce qui fonctionne bien et pour changer nos pratiques, non seulement à la COP, mais aussi dans les pays. C'est quelque chose qu'on sait que ça ne se fait pas actuellement. C'est une urgence de changer cela. Est-ce que d'autres panélistes auraient un mot à dire? Des réflexions particulières, des sentiments? Oui? Ce que je vais dire, je ne veux pas être pessimiste. Quand on comprend les lois de la nature, la Mère Terre nous donne de l'amour tous les jours.
On a l'estomac plein, l'eau potable, le soleil au-dessus de la terre, la tête, maison. Mais quand la mère Terre décide de nous dire d'être plus disciplinés, elle n'a pas de pardon, jamais. Alors, ensemble, il faudra y voir parce que ce déséquilibre dans le monde, elle va ramener l'équilibre. Et si la Terre décide de remettre l'équilibre, des millions et des millions de personnes peuvent disparaître en un clin d'œil. Et il faut bien comprendre qu'on est tous nés et qu'on va mourir, qu'on arrive sur la Terre pour se manifester de l'amour, la collaborer ensemble, pour aimer la source de vie, la planète, sa mère Terre, qui nous donne tout ce dont on a besoin pour danser tous les jours. On danse par rapport à la création parce qu'on est heureux d'avoir cette opportunité d'ouvrir nos yeux et de participer à cette vie magnifique. Mais il y a une responsabilité qui vient avec cela. Il faut assumer cette responsabilité, nous tous, parce que sinon, comme je l'ai dit, à un moment donné, la mère Terre va le faire, elle. Mais si elle le fait, il y en a beaucoup qui vont disparaître. Toutes les nouvelles maladies qui arrivent, c'est juste le début. Vous savez, si on regarde le capitalisme, c'est quoi? L'extraction de ressources, la production, la publicité, la consommation, et ensuite on jette. Non, on ne peut pas jeter parce que ça ne sort pas de la planète. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on déplace. On l'enlève de notre point de vue, mais toutes ces choses reviennent maintenant. L'intelligence artificielle, jouer avec la nature, tout ça nous retombe sur le nez. Et le mode de vie des gens est menacé, là. Alors, quand on parle de ce fossé, comment on rétrécit ce fossé? C'est ça le défi. Est-ce qu'on va le faire avec les Autochtones? L'intelligence cosmique qui dit qu'il faut comprendre que toutes les choses sont là, il faut être en harmonie et maintenir le statu quo. Voyez ce déséquilibre? Et si la mère Terre le fait, alors on va payer le prix. J'espère que maintenant, toutes ces choses viennent ensemble et que les gens vont comprendre. Oh, il faut que je commence à voir différemment, à entendre différemment et à parler différemment. Et ensemble, on doit travailler différemment parce que le temps file et c'est à nous d'intervenir. Merci. Oh, sorry. Yeah, I just wanted to quickly. Je voulais simplement amplifier le travail de l'Action autochtone. Je vais mettre le lien de leur travail ici dans le clavardage, ici à la COP, et transmet ceux qui veulent suivre le message. Merci beaucoup, Caroline. I wanted to ask about like the role of substates. J'aimerais vous demander les sous-États comme le Québec. C'est un peu absurde de mettre les choses en perspective, mais comme acteur qui est non pas un État, on se pose la question. Par exemple, le premier ministre qui va là, comment vous le voyez? Surtout pour ceux qui travaillent dans le réseau canadien du climat. Comment vous voyez ces acteurs d'États secondaires, de sous-États? Vous me posez la question à moi? Je pense, je vais le dire rapidement parce que j'aimerais entendre Andréane. On veut que le Canada
et le Québec prennent leur parole et assument leurs responsabilités aussi, parce que leur action actuelle ne suffit pas. Il faut être prudent avec ce discours où on a l'air bien, mais au pays, les choses évoluent trop rapidement, trop lentement. Le Québec a un rôle important à jouer, par exemple à la COP. Pour la société civile et les communautés, c'est un endroit, et ça, c'est l'objet des dialogues, c'est de s'assurer on traduit ce qui se passe là-bas et qu'on les transmet, que les gens sont au courant des engagements, des positions et des discours qui sont exprimés par nos élus. S'assurer que si on recueille cette information ici, à ce moment-là, on pourra mesurer cette responsabilisation. Oui, qu'on présente et communique ces idées à l'échelle internationale, parce que ce n'est pas une représentation cosmétique de la façon dont on veut être perçu. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'on veut transposer en politique ambitieuse localement? On sait déjà que les politiques entreprises par le gouvernement provincial du Québec ne sont pas assez ambitieuses. C'est évidemment, c'est un fait. C'est connu, encore une fois. Quand on exprime le besoin d'être ambitieux, le besoin de changement de paradigme, ça, on le voit, ça n'arrive pas. Le gouvernement actuellement ne se penche pas sur le racisme systémique. Il ne se penche pas non plus aux enjeux de d'injustice sociale en matière de justice et d'équité. On sait aussi que en termes de politiques concrètes qui vont réduire nos émissions et améliorer la résilience et la qualité de vie, ça n'arrive pas, malgré le fait que, comme province, on a l'énorme privilège d'avoir accès à des sources d'énergie qui produisent moins d'émissions que d'autres provinces au Canada. On sait qu'il y a un manque d'ambition et un message très fort. Il faut s'assurer de façon symbolique que notre premier ministre est présent, oui, à la COP, mais il faut encore que ça se transpose en mesures concrètes. Il y a énormément d'opportunités là de répondre à cette invitation. Oui, on y va, on voit ces choses-là, on dit cela. Alors maintenant, comment on le traduit en politique efficace ici? Ça, ensemble, tous ceux qui sont au sein du dialogue sur le climat doivent surveiller ça. Parce que, comme je l'ai dit, il y a une grande inquiétude au sein des Québécois sur les changements climatiques. C'est au centre de nos pensées dans les communautés et ça doit être mis en place par ceux qui sont supposés nous représenter. Il faut s'assurer que ça va transformer notre discours et notre discours et nos politiques aussi. Merci beaucoup pour cet appel au gouvernement. Justement, est-ce qu'ils vont avoir des interactions avec la société civile? Avez-vous des remarques finales, de conclusion, une question finale? Qu'est-ce que vous espérez de cette COP? Est-ce qu'il va y avoir un dialogue entre différentes personnes de différents environnements? En ce qui me concerne, c'est ça l'espoir. Ça, c'est la loi suprême de l'île de la Tortue. C'est la relation avec ses principes de paix, d'amitié et de respect. Quand l'entente a été faite, il disait que ceux qui venaient, ils disaient qu'ils venaient avec Dieu. Nous, donc, on devrait être en mesure de parler sur cette mère terre commune dont on est les enfants et sur laquelle on coexiste ensemble.
Alors, prenons cette sagesse autochtone qui va nous diriger. Parce que quand vous êtes arrivés, c'est ça que c'était. C'est ce qui existait il y a 500 ans. Maintenant, la Terre est un champ de détritus. Prenons les règles et les actions nécessaires parce que la connaissance autochtone qui existe pourra sauver l'être humain. Il faut enseigner ces sagesses parce que ça vient de la Mère Terre elle-même. Merci beaucoup. Merci encore une fois. Merci à tous. Oh no, sorry, Marwan, I would like to say thank you for all of this. Thank you Je for your voulais vous remercier à animation tous. and Merci also for all your pour votre participation. rôle d'animateur et à vous tous pour votre participation. Merci beaucoup pour l'invitation. Je pense que on va quitter avec les mots de Kanaswan. C'est la façon la plus simple de résumer la conversation en termes d'ambition. C'est un honneur pour moi d'avoir partagé ce dialogue avec Kanaswan et Caroline. C'est un privilège. Animé par vous, Marwan, magnifique façon de commencer ces dialogues sur le climat. On espère créer un espace où les gens pourront apprendre sur ces dialogues sur le climat, très souvent présentés comme étant difficiles d'accès, ces conversations très opaques. Et notre objectif, c'est de nous assurer que finalement, ce soit accessible et compréhensible, que les gens puissent tout comprendre et participer eux-mêmes, s'assurer qu'ils peuvent ramener cette conversation dans leur réseau d'influence et leur communauté. J'espère que ça va lancer d'une bonne façon ce dialogue et j'ai bien hâte de vous voir plus tard au cours des 2 prochaines semaines. Don't forget, be grateful and dance and sing every day. Gratitude et danse. All right, I gotta go. Bye bye. Et je dois quitter.